Une autre abstraction à bien comprendre quand on va utiliser JPA, c'est cette notion de gestionnaire d'entité. Le gestionnaire d'entité va représenter la façade qui va permettre d'interagir avec la base de données. Donc au niveau API, ils ont vraiment prévu ça de cette façon-là, c'est-à-dire que pour toutes les actions qu'on souhaite faire sur la base de données, ben, on a un objet qui joue le rôle de façade, qui a un certain nombre de méthodes qui vont permettre de faire les actions qu'on souhaite faire sur la base de données. Cet objet-là, c'est le gestionnaire d'entité. Donc, le principe de base dans JPA, c'est que la persistance n'est pas totalement transparente. C'est au développeur de décider à quel moment l'objet doit être rendu persistant. On aurait pu avoir des frameworks qui font des choix différents, qui consistent à dire dès que l'objet est créé, s'il avait été tagué à entité, dès qu'il y a un new dessus, je le rends persistant. JPA a fait un choix différent qui consiste à dire le développeur a indiqué, en appelant la méthode persist sur cet objet entity manager, le moment où il souhaite qu'un objet soit géré par l'entity manager. À chaque fois qu'on va créer un entity manager, il va être configuré par une unité de persistance qui contient les informations nécessaires à l'utilisation de la base de données. Donc, il n'y a pas de miracle pour savoir vers quel serveur de base de données il se connecte, à quelle URL, quel login, quel mot de passe. Il faut qu'il trouve cette information-là. Il va trouver cette information-là dans une unité de persistance qui est configurée dans un fichier qui s'appelle le persistance.xml, ou quand on va utiliser dans des frameworks comme Spring, au sein de la configuration de Spring, etc., et qui va permettre de savoir comment on va se connecter à la base de données. Donc si je donne un tout petit exemple, dans notre cas ici de JPA, que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai un fichier ressource, un fichier persistence.xml qui se trouve dans MetaInf, dans lequel je vais trouver ma persistence unit. Cette persistence unit, elle est configurée avec un ensemble de clés-valeurs. Les éléments qui sont contenus dans ces clés et les valeurs possibles pour ces clés sont dépendantes du fournisseur de persistance qu'on a choisi. Donc ici, les valeurs des clés vont être dépendantes d'Hibernate si j'utilise d'Hibernate, d'Eclipse Link si j'utilise Eclipse Link et autres. Mais on voit par exemple là que je retrouve le driver JDBC à utiliser, le login, le mot de passe, l'URL de connexion, et que si je souhaitais me connecter à MySQL, de la même façon, je retrouverai le driver JDBC, l'URL de la connexion, etc., etc. Donc, dans ce cours, on ne va pas rentrer en détail sur toutes ces propriétés qu'on peut avoir dans cette configuration de l'unité de persistance, puisqu'elles sont dépendantes du fournisseur de persistance. Et donc là, je vous invite, alors je vous donnerai des exemples en TP évidemment pour que ça marche bien, mais si vous tombez un jour sur une base de données spécifique et un fournisseur de persistance spécifique, il faudra évidemment aller éplucher la documentation pour savoir tout ce qui est configurable au niveau de ce fournisseur de persistance. Donc, cet entity manager, c'est vraiment lui qui est en charge, c'est la pièce centrale pour interagir avec la base de données. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dessus ? Un programme va pouvoir utiliser un objet instance de l'entity manager. Cet entity manager va pouvoir, par exemple, rendre persistant un objet, faire des recherches dans la base de données. Dans ce cas-là, il va être en capacité de déclencher des requêtes SQL, ça on ne les verra pas par derrière, au travers de JDBC pour récupérer des informations dans la base de données, et puis recréer un objet instance d'un objet métier en fonction de ce qui lui a été renvoyé et ce qui a été souhaité par l'utilisateur. Donc c'est vraiment le cœur de JPA. Cette configuration, on a dit, elle se fait dans un fichier persistance.xml, je vous l'ai montré rapidement. Dès qu'on crée un entity manager, on va parler d'un contexte de persistance au niveau du vocabulaire. C'est tous les objets qui sont gérés par cet objet entity manager. L'idée de base, c'est que on va faire en sorte que jamais il n'y ait deux objets en mémoire dans un contexte de persistance qui représentent la même ligne dans une table de la base de données. Et ça, c'est le gestionnaire d'entité qui va faire cette garantie. Donc lui, il va garder un cache, histoire que si je demande l'objet facture en disant donne-moi la facture supérieure à 500 €, ou si je demande cette même objet facture dans un autre endroit de mon programme en lui disant donne-moi la facture qui a l'ID 253, si ça correspond à la même ligne, en fait, la première fois, il va bien créer cet objet en mémoire. La deuxième fois, il va retourner cet objet, la référence de cet objet qui aura été précédemment créé, parce qu'il va l'avoir gardé en cache.
Par contre, donc ça, il y a une partie qui est la responsabilité du framework de persistance que vous disiez. Par contre, c'est votre responsabilité de garantir que un objet en particulier n'est utilisé et n'appartient qu'à un seul contexte de persistance. Donc, si vous créez deux objets entity manager différents, qui ont chacun leur propre contexte de persistance, que vous créez deux objets correspondant à la même ligne de base de données, mais ces deux anti-managers vont se connecter à la même base de données, et bien là, il peut y avoir des erreurs. Donc c'est votre responsabilité d'éviter cette problématique. Dès qu'on appelle persist ou merge, cet objet-là passe dans ce qu'on appelle le contexte de persistance, c'est-à-dire qu'il est géré par l'entity manager. Si cet objet est modifié, il sera sauvegardé en base au prochain commit. Si le commit ne peut pas se faire parce qu'il y a une exception, il va être rollbacké, renvoyé du contexte de persistance, etc. Donc cette classe Entity Manager est en fait une interface, nous on va l'utiliser comme un objet, mais la classe d'implémentation, on n'en a que faire. Soit le gestion d'entité est géré dans un conteneur d'application particulier et il pourra nous être injecté pour le retrouver, soit il est géré par l'application, ce qui sera notre cas dans les premiers TP, donc il va falloir le créer. Pour ça, donc, quand on est géré dans un contexte de serveur d'application, très souvent, on pourra s'injecter, demander à récupérer l'anti-manager, simplement en déclarant une référence vers l'anti-manager, en rajoutant une annotation du type persistance contexte ou persistance aware, ce genre de choses. Et puis, il va y avoir de l'injection de dépendance pour qu'on récupère cet objet. Quand on va pouvoir utiliser du lookup JNDI, de JNDI de temps en temps pour être capable de, là aussi, aller rechercher cet objet qui aurait d'abord été inscrit, etc., etc. Donc, plusieurs façons. L'autre façon, c'est très souvent d'utiliser une sorte de pattern pour le créer. Donc, soit on va utiliser l'API directement, on va créer un objet Entity Manager et on va utiliser toujours le même. Mais plus souvent, on va utiliser ce qu'on appelle un thread local singleton. Donc ça, c'est un pattern que je vous donnerai aussi derrière. L'idée de base, c'est que par défaut, l'entity manager n'est pas thread safe. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce terme un peu brutal? Il se cache le fait que dans le standard, il est dit aux gens qui vont implémenter le standard qu'il n'est pas nécessaire de protéger les méthodes d'accès à la base de données d'accès concurrent. Donc il y a un risque que si j'ai deux threads qui demandent une opération sur la même base de données de manière concurrente, j'ai un problème en base là-dessus. Donc pour éviter ça, on a tendance à faire en sorte très souvent de faire en sorte qu'il y ait un entity manager par thread dans notre application. Or, très souvent, en fait, c'est pas vraiment nous qui allons créer les threads de notre application, c'est parce qu'on va être dans un serveur d'application quelconque qui va créer un thread par client qui se connecte ou créer un pool de threads pour gérer toutes les requêtes des clients, etc. Et donc pour ça, pour être sûr de créer un seul objet par thread, on va utiliser une sorte de pattern singleton, mais un peu dévié, en utilisant cet objet bizarre en Java qui s'appelle le thread local. Le thread local, c'est en gros une sorte de coffre-fort, de pattern memento, où on va pouvoir stocker un objet, et quelqu'un d'autre qui demande à récupérer cet objet-là, s'il est dans le même thread, il le récupère, s'il n'est pas dans le même thread, il ne peut pas le voir. Et grâce à cette construction-là, ça va nous permettre d'avoir une sorte de pattern singleton, au sens où à tout moment, je vais pouvoir demander sur ma classe helper, donne-moi l'entity manager, et puis pour récupérer cet entity manager, cet objet va dialoguer avec cet objet thread local pour dire donne-moi ce que tu as dans ton coffre-fort. Si c'est un nouveau thread, dans ce cas-là, il n'aura pas de manager, donc il va falloir créer un nouveau entity manager et le mettre dans le thread local. Si c'est un thread qui préexistait, dans lequel on avait déjà tenté d'accéder à Entity Manager depuis ce thread-là, on va retourner cet Entity Manager. Donc ce pattern qui est utilisé, c'est quelque chose qu'on utilise de manière classiquement quand on fait du JPA pour pouvoir accéder d'un peu partout à l'Entity Manager. Donc ce qu'il rend pratique, donc je vais l'avoir ici dans mon code, si je vous montre cette partie code où j'ai mon Entity Manager qui est exactement le code qui est là,
En quoi c'est pratique? Eh ben, c'est qu'à tout moment, si j'ai besoin d'un entity manager, j'ai juste à appeler la méthode entitymanagerhelper.getEntityManager et je récupère mon entity manager. Comment il va se configurer? Eh ben, à un moment, on va créer une factory entity manager en lui donnant une clé de persistance unit, ici dev. Donc à chaque fois qu'il va créer un entity manager, il va la créer en fonction des éléments de configuration de cette partie dev qui est de la persistance unit dev où on sait vers quelle base de données je dois me configurer. Donc, dès qu'on est dans un gestionnaire d'entité non géré par le conteneur, bah, c'est typiquement un pattern qu'on va utiliser pour éviter les problèmes d'accès concurrent à notre entity manager, tout en gardant la simplicité du pattern singleton qui nous permet de chercher à récupérer l'entity manager dès que j'en ai besoin dans mon programme. Je vous ai montré rapidement la fabrique de gestionnaire d'entité qui va être configurée en prenant un seul paramètre qui donne l'unité de persistance à utiliser. Dans notre cas précédent, là dans la démo, c'était dev. Et puis qui peut contenir un deuxième paramètre, mais qu'on utilise rarement, pour dynamiquement setter un certain nombre de properties qui sont propres à la configuration de notre base de données si on veut les avoir dynamiquement au sein de notre programme. Très souvent, on les met statiquement dans notre fichier de configuration. Alors, qu'est-ce qu'on a comme méthode sur cet entity manager? Bah, on a toutes les méthodes classiques pour dialoguer avec notre base de données. On a les méthodes pour, OK, rendre persistant un objet, une entité particulière, remerger une entité détachée, supprimer un objet de la base de données, faire une recherche d'un objet en fonction de sa clé primaire, récupérer juste une référence sur une entité en fonction de la clé primaire de l'objet. La différence entre les deux, là, c'est qu'on se sert souvent de la deuxième si on veut juste savoir s'il existe un objet avec telle clé primaire. On va pouvoir faire un flush, volontairement. Un flush, c'est je viens pas simplement au commit, mais je viens descendre toutes les données en mémoire vers la base de données. Je peux configurer le flush mode pour qu'il ne soit pas fait à chaque commit, mais qu'il soit fait selon d'autres politiques. Je peux faire un log sur un objet en précisant le type de log, par exemple pour dire il n'y a que moi qui ai le droit de modifier l'état de mon objet. Ça veut dire que quelqu'un d'autre qui va chercher à faire une requête sur l'objet, il va récupérer par exemple l'entité, mais en lecture seule. S'il cherche à modifier l'état, hop, il va se prendre une exception. Je peux faire un refresh. Un refresh, c'est l'inverse, c'est que pour toutes les entités qui sont gérées actuellement par le gestionnaire d'entité, eh ben, on va venir réinterroger la base pour voir si les données sont toujours à jour. On s'en sert en particulier dans le cadre de transactions longues. On peut appeler la méthode clear. La méthode clear, elle détache automatiquement toutes les entités qui sont gérées par le gestionnaire d'entité. En fait, cette méthode-là, elle est aussi appelée automatiquement quand j'ai un rollback sur une transaction, quand j'ai une exception qui se passe au sein de mon programme. Je peux vérifier qu'une entité est actuellement gérée. Je peux créer des requêtes en passant une chaîne de caractères, créer des requêtes nommées. On va revenir après cette notion de requête nommée. Créer des requêtes natives. Donc des requêtes natives, c'est des requêtes où je vais directement passer du code SQL natif pour aller interroger la base de données, ou du PLSQL natif, ou du TSQL si je suis sur une base de données SQL Server, par exemple, chez Microsoft. Alors évidemment, on va pas mal éviter d'utiliser ce genre de requêtes natives, parce que si on les utilise, en fait, on a tendance à remettre un couplage fort entre mon schéma de base de données et mon modèle métier, et c'est vraiment ce qu'on cherche à éviter. D'autres méthodes pour clore l'entity manager, vérifier que c'est ouvert, vérifier qu'une transaction est ouverte, etc. Donc, je vais les détailler très très vite. Je vais faire clignoter un peu les slides là. Le flush, il va venir vérifier qu'elles sont bien dans la base de données. Le flush doit forcément être fait dans un contexte fractionnel, puisqu'on vient écrire sur la base de données. Qu'est-ce que ça veut dire être dans un contexte fractionnel? Ça veut dire qu'on aura le droit de faire un flush, en gros, que entre un begin d'une transaction et un commit d'une transaction. Ce sera vrai pour pas mal de modifications en écriture, d'écriture sur la base de données. Les modes de flush par défaut, c'est soit un mode de flush auto, soit un mode de flush uniquement au commit, et puis il peut y en avoir d'autres qui sont gérés par l'entity manager.
Le persiste, eh ben, il fait en sorte que cette entité passe dans l'état géré, et donc ça veut dire que les données seront descendues au prochain flush vers la base de données, soit par un flush explicite, soit au moment du commit. On va pouvoir appeler le persist sur un objet qui est une entité. Je vais pouvoir retirer un objet, et donc il est supprimé, il va être au prochain commit ou au prochain flush, supprimé de la base de données. Toujours pareil, je supprime un objet. Je peux faire un refresh pour vérifier qu'une entité est à jour par rapport aux données d'un base de données. On s'en sert dans le cadre des transactions longues, j'en ai déjà parlé. Je peux faire une recherche en fonction d'une clé primaire pour dire, bah moi je recherche l'entité article qui a comme clé primaire 128. Dans ce cas-là, ça va me renvoyer soit un article, soit n'importe quel objet, instance d'une sous-classe d'article, si par hasard, bah, j'ai de l'héritage entre les différents éléments de mon article. Je peux verrouiller un objet, ce lock peut être fait de différentes façons. Donc toutes ces premières opérations doivent être faites dans un contexte transactionnel. À l'inverse, en dehors d'une transaction, bah, je vais pouvoir avoir un certain nombre de choses, comme rechercher des objets, faire un refresh. À l'inverse, les méthodes persist, remove, merge peuvent être exécutées en dehors d'une transaction, mais elles sont enregistrées que quand la transaction est active. Les méthodes flush, lock, execute, update, elles doivent être nécessairement dans un contexte transactionnel. On a parlé rapidement tout à l'heure des entités détachées. Dès qu'on a une entité détachée, eh ben, son état n'est plus synchronisé avec la base de données. Donc, si elle est modifiée, il va être nécessaire de faire un merge pour réobtenir cette synchronisation avec la base de données. Pour attacher une entité, on peut donc utiliser cette méthode merge. Alors, juste une petite astuce sur cette partie-là, c'est que il y a une sorte d'incohérence un petit peu dans l'API de JPA, où toute l'API de JPA respecte plutôt une façon un peu classique en orienté objet, qui consiste à dire j'appelle ma méthode persist sur l'objet P, cet objet P est modifié. Merge ne fonctionne pas de cette façon-là, c'est-à-dire que quand on va appeler entity-manager.merge de A, en fait ça touche pas l'objet A, ça ne rattache pas l'objet A, ça crée un nouvel objet A', qui lui est géré par le gestionnaire d'entité et qui est copié dans A. Donc je dis ça parce qu'assez souvent ça peut être source de bugs où on met du temps à les trouver, c'est-à-dire qu'on voilà, on a une exception qui monte, on appelle le merge pour dire en disant que l'entité est détachée, on appelle merge pour rappeler l'entité, et puis il nous dit toujours que l'entité est détachée, on est un peu perdu parce que l'entité telle quelle, si on continue à travailler dessus derrière, elle reste détachée. Donc voilà, attention, la méthode merge n'attache pas A, elle retourne une entité qui a la même entité dans la base de données que l'entité passée en paramètre, mais c'est absolument pas le même objet.